Bonjour tout le monde, dans cette 10e séance de Django, nous allons passer à la partie administration de notre site et même de l'ensemble de nos applications avec la possibilité de gérer un petit peu les différents modèles qu'on a écrits précédemment et de ne pas plus avoir besoin en fait si vous voulez de passer manuellement par des scripts directement si on veut faire de la modification côté administrateur bien évidemment. Donc on va avoir un utilisateur qui va avoir les permissions pour procéder à ça et on va retrouver, comme vous allez le voir très vite, une interface qu'on aura sur notre site web, donc sur l'ensemble de notre projet, et qui pourra gérer l'ensemble des modèles qu'on aura, la possibilité bien sûr d'ajouter de nouveaux enregistrements, d'en supprimer, d'en modifier, et on va pouvoir faire tout ça directement sur l'interface d'administration, éventuellement avec quelques outils de personnalisation aussi que je vous montrerai, même si ça reste du HTML, mais je vous montrerai au minimum en tout cas la procédure pour pouvoir personnaliser un petit peu la page si vous voulez une autre présentation. On va commencer d'abord par créer un utilisateur pour notre accès administrateur. On n'a pas d'utilisateur, on aura une vidéo d'ailleurs dédiée à tout ce qui est utilisateur, permissions, les groupes, ainsi de suite. On aura une vidéo dédiée à ça. Mais là, on va juste se contenter déjà de voir pour créer un super utilisateur. Donc ce sera un administrateur du site et qui aura bien évidemment accès via ses identifiants à la page d'administration qu'on va avoir. Alors on va le créer directement en ligne de commande, donc à partir toujours avec ce fichier là, manage. Donc je vais reprendre le chemin ici, je vais rouvrir un nouveau terminal. Voilà. C'est le même outil, comme pour démarrer le serveur, sauf que vous allez utiliser la commande create super user. Tout attaché, bien évidemment, minuscule, qu'il n'y ait pas de problème. On va rentrer la commande. Vous pouvez choisir un nom d'utilisateur, ou alors vous voyez que si je ne mets rien, il va mettre déjà champagne par défaut, donc c'est vous bien sûr qui voyez. Bon, ici pour la vidéo, je vais mettre admin. L'adresse, donc bien sûr, bon là c'est pas un vrai site, donc je mets n'importe quoi, on s'en fiche. Et le mot de passe, je mets quelque chose de pas forcément sécurisé, puisque c'est en local. Mais vous, bien sûr, si à terme vous voulez mettre en production ce site, il faudra que vous ayez bien sûr des mots de passe bien sécurisés. Donc n'hésitez pas, dans la playlist aide, vous avez même une vidéo d'aide pour utiliser des gestionnaires de mots de passe, si jamais ça vous intéresse. Donc oui, le mot de passe est trop court, mais ça ira très bien. Je valide. Et voilà, nous avons notre utilisateur, notre administrateur qui est prêt. L'accès à ce dernier va se faire très simplement. J'ai démarré bien sûr le serveur ici sur un autre onglet. On va aller sur notre page, comme d'habitude, localhost par défaut sur le port 8000 et c'est /admin. Donc directement, vous voyez, c'est pas l'application en question puisque c'est sur l'ensemble du projet. Donc c'est directement à la racine du projet /admin pour avoir l'interface qu'on a ici. Alors vous pourrez avoir une interface sombre ou en mode clair, ça dépend de vos paramètres, mais sachez qu'en tout cas les deux existent. Et ici on va rentrer les informations moi, que j'ai mis. Et je vais me connecter. Non, ne pas enregistrer. Donc voici l'interface que nous allons avoir par défaut, en tout cas c'est la page d'accueil, donc l'index de la page d'administration de Django. Normalement en plus ça peut être, voilà, comme vous voyez, comme pour le reste c'est localisé dans la langue que vous avez normalement configurée, on l'avait fait dans les toutes premières vidéos du cours, je vous avais fait paramétrer la bonne langue par rapport à ce que vous voulez pour avoir votre site en français, en anglais ou dans une autre langue qui est prise en charge, comme ça vous aviez tout ce qu'il fallait. On retrouve, comme vous le voyez déjà, deux choses qui sont liées à l'authentification, mais on en reparlera prochainement, d'accord, l'utilisateur. Donc on va retrouver par exemple admin, qui est bien là, celui qu'on a créé. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de créer un utilisateur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Mais ça, on le verra dans une vidéo dédiée, donc on reviendra sur ce point précisément en tout cas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir avoir accès à nos modèles. Parce que vous voyez que par défaut, bon, on n'a vraiment pas grand-chose comme information. C'est quand même assez succinct. Il y a vraiment une interface très minimaliste, avec très peu d'informations. Nous, on sait qu'au niveau des modèles que nous avons écrits, on a écrit un modèle pour gérer des livres et on a créé un modèle pour gérer les auteurs éventuels de ces livres, même si bon, on a fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul auteur par livre, alors qu'on sait que dans la réalité, il peut y avoir plusieurs auteurs pour un seul et même ouvrage, même un manga, mais là c'est pour rester sur un exemple simple et qui ne changeait pas grand-chose de toute façon pour illustrer ce que vous apprenez. On va rendre possible en tout cas l'accès, permettre l'accès à la gestion de ces modèles depuis l'interface d'administration. Donc on va accéder à un fichier qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, mais qui existe pourtant dans notre application. Donc ici dans Mangalib, puisque ce sont les modèles de Mangalib, je vais aller dans le fichier admin, et vous allez retrouver à nouveau un fichier qui est vide. Donc voilà, vous voyez, on avance un petit peu, on n'a pas encore vu celui-là, mais ça c'est pas forcément intéressant ici. On a vu pour les modèles, les tests on en parlera aussi plus tard, on a vu pour les routes évidemment, les vues, et là il est temps de passer par ce fichier-là. Ici, vous allez très simplement, en tout cas au départ, même si on reviendra peut-être un petit peu dessus par la suite pour cette séance, enregistrer les modèles qui vont être disponibles pour l'interface d'administration. Ça va être très simple. Alors déjà, on va les importer, ça va de soi, sinon on va avoir du mal à avoir accès à ces derniers.
je vais mettre par ordre alphabétique, voilà, comme ça j'ai les deux, parce que je veux que les deux soient disponibles dans mon interface d'administration. Et depuis admin, vous voyez qui a été ajouté avec contrib ici, admin bien sûr, non admin, le site, parce que c'est un site d'administration en fait qu'on a, hein, la fameuse interface, et ici vous enregistrez eh bien, le modèle que vous voulez. Donc je vais enregistrer l'auteur, et je vais faire la même chose pour le modèle de nos livres. C'est tout. Voilà. On reviendra bien sûr, on aura d'autres choses à rajouter par la suite si on veut compléter un petit peu, mais ça c'est vraiment l'usage le plus minimaliste, le plus simple. Vous les intégrez ici, vous les enregistrez, et ils vont être enfin accessibles au niveau de l'administration de l'ensemble de notre projet. Donc on va voir un petit peu les changements que ça a fait. On va directement mettre à jour ici, et vous voyez que cette fois-ci, on a le nom de notre application, ça c'est important, et nous avons les deux modèles qui sont disponibles. Alors si je clique sur, alors ce qu'on va remarquer évidemment pas mal de choses, sur Author ici, on a différentes informations. Là normalement vous remarquez qu'il y a quelques petites choses qui peuvent peut-être déranger. Par exemple on voit qu'on a des termes en anglais puisqu'ils sont issus directement du code, comme là, books, authors, et on a des noms aussi où là on nous fait en fait référence aux objets, puisque effectivement les enregistrements qu'on a, ce sont des objets auteurs. Rappelez-vous, les modèles sont des classes, donc nous avons des instances, et nous synchronisons tout ça avec des enregistrements en base de données, donc dans les tables de notre base de données SQLite, si vous vous souvenez. Voilà, donc on a pas mal de termes en anglais mélangés, voilà, et ici surtout, les informations, elles ne vont pas nous donner grand-chose. Savoir à quoi ça correspond, si je clique ici, éventuellement là je peux voir qu'on a un nom d'auteur, mais ça aurait été bien quand même d'avoir l'information ailleurs. Donc tout ça, on va faire des modifications, parce qu'on ne va pas se contenter de garder l'interface de base, et on va vérifier un petit peu les autres. Si je vais sur l'interface pour les livres, on retrouve exactement la même chose, et je suis obligé de cliquer ici pour éventuellement voir toutes les informations qui ont été enregistrées. Pareil, on voit que visiblement ça gère très très bien tout ce qui est clé étrangère, donc pour accès à une autre table, mais comme on fait référence à des objets à nouveau, on retrouve encore une fois cette syntaxe qui n'est pas du tout lisible, pas du tout compréhensible, qui est vraiment pas pratique à l'usage tel quel. Donc nous allons procéder à quelques modifications pour rendre tout ça bien sûr beaucoup plus lisible et beaucoup plus pratique. Donc vous voyez un petit peu l'interface. Si je vais sur la modification, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, donc on vient en fait ici, on peut modifier les informations et les enregistrer, ou alors enregistrer pour ajouter un nouveau ensuite, on peut enregistrer et continuer les modifications si on veut faire d'autres modifs, par exemple un peu comme si on voulait faire un enregistrement temporaire, donc ça je vous montre rapidement. Et après bien sûr on peut en ajouter, donc on a plusieurs raccourcis l'un ou l'autre, donc ici par exemple je peux le faire là, on ajoute le nom et on peut les enregistrer, ça va ajouter des auteurs éventuellement à la base de données. Donc on a visiblement tout ce qu'il nous faut, vous voyez toutes les requêtes CRUD, create, read, update, delete, tout est disponible depuis ce site d'administration en quelques clics, donc vraiment ça fait gagner du temps à ce niveau-là. On va procéder à quelques modifications, parce que comme vous voyez, les noms c'est quand même pas très pratique. Ici ce serait pas mal d'avoir des termes en français, après tout, parce que autant dans le code ça reste en anglais, parce que Python est un langage de programmation en anglais, donc personnellement moi je privilégie toujours un maximum d'écrire du code en anglais, sauf de la chaîne de caractères si c'est localisé en français. Là on est sur l'interface, elle est en français, donc ce serait bien que ça suive un petit peu le même, le reste en fait de l'interface, pour que ça fasse pas un mélange de deux langues qui serait un petit peu bizarre. Donc on va modifier tout ça, et on va revenir sur justement les modèles, ce qu'on avait écrit au niveau des modèles précédemment, parce qu'il y a des informations qu'on n'avait pas forcément notées. Donc là on va aller dans le code de notre modèle, alors on a ici, on va le faire déjà sur les auteurs ici, et nous allons dans la classe author écrire une classe méta. La classe méta elle est très simple, c'est la classe qui va gérer en fait toutes les métadonnées d'un ensemble de modèles que nous avons ici. Donc les métadonnées, c'est-à-dire les informations propres au modèle, on va les écrire dans une classe qui est directement intégrée dans le modèle en question. Donc moi je vais laisser ça ici, par défaut, là je laisse toutes les déclarations d'attributs qui sont donc les champs qu'on a en base de données au tout début de la définition de la classe, et juste après ici, donc on est dans la classe author ici, j'ai la classe méta, donc attention de ne pas vous tromper, parce qu'évidemment on va faire en fait des changements, donc là ça n'hérite de rien, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et là on va avoir accès à quelques attributs qui vont pouvoir être définis, et bien sûr Django va les détecter et va bien évidemment modifier en conséquence ce qui est affiché sur l'interface. Donc nous on va s'intéresser à deux valeurs très intéressantes, qui vont nous servir ici, c'est le nom à donner au modèle au singulier et le nom à donner au pluriel. Comme ça, vous écrivez précisément comment vous voulez que ce soit nommé. C'est un choix que vous faites vous en tant que développeur. Et c'est ce qu'on retrouve partout sur les interfaces. Le premier, verbose name. Donc là, je vais appeler ça auteur. Majuscule, minuscule, vraiment, vous faites comme vous voulez. Là, c'est la même chose, mais la version au pluriel. Donc moi, je rajoute un petit S, puisque vous savez que d'une langue à l'autre, on ne fait pas le pluriel de la même manière. Il y a même des langues où il n'y a pas de distinction entre le singulier et le pluriel, tout ce qui est genré, etc.
et singularité, on ne fait pas de différence au niveau syntaxique, au niveau de la langue. Donc là, vous écrivez comme ça les choses telles que vous le voulez. On va compléter pour l'autre aussi, ce sera fait. Donc de la même manière, méta. Je sais que ce sont des mangas, mais comme l'application s'appelle déjà Mangalib, je ne vais pas répéter le terme manga ici, c'est un peu bizarre. Voilà, donc je vais mettre livre. Et par contre, c'est livre au singulier ici. Donc on a déjà quelques ajouts d'informations. On va actualiser ici en revenant sur la page d'accueil. Et vous voyez que les noms, cette fois-ci, sont au pluriel. Donc ça, c'est bien, parce qu'effectivement, ça contient plusieurs auteurs ou plusieurs livres. Ce serait bizarre que ce soit au singulier. Et quand on clique ici, on va retrouver le nom également. Voilà. Sélectionner l'objet auteur à changer. Donc on fait une partie du travail au niveau des informations qu'on voulait afficher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il va nous manquer éventuellement d'autres choses. Notamment, on voit, alors avant de passer à autre chose, par contre, oui, c'est vrai que je pourrais vous dire ici, ce qu'on l'a pas forcément vu, parce que tant qu'on en est sur la classe méta, si vous voulez par exemple par la suite modifier le nom de la table qu'on a en base de données, alors avant bien sûr qu'elle soit créée, donc quand vous faites les migrations notamment pour la base de données, vous avez également un champ database table, donc ce champ-là, et vous pouvez comme ça choisir le nom que vous voulez. Si vous voulez par exemple avoir un préfixe bien particulier, un nom de table bien particulier pour votre modèle, vous pouvez changer ici le nom. Sinon, vous avez vu, c'est le nom de l'application underscore et le nom du modèle qui est généré automatiquement par Django. Donc, généralement, de toute façon, comprenez qu'il y a toujours de la personnalisation de base, d'accord. Tout ce qui est configuration par défaut, Django génère tout ce qu'il faut, sinon votre application ne serait pas fonctionnelle, ce serait quand même très embêtant. Et après, on peut généralement personnaliser, donc on peut surcharger pas mal de méthodes, d'attributs, changer donc les informations, et c'est celles-ci qui seront prises en priorité. Django va chercher si vous avez réécrit, en fait, redéfini ces informations-là, et sinon, il va charger les définitions par défaut, les valeurs par défaut. Et donc dans les deux cas, dans les deux scénarios en tout cas, on aura une application qui est fonctionnelle. Voilà pour ça. Je pense qu'on a fait la première partie. On va compléter bien sûr au niveau des modèles, parce que personnellement, avoir ça, c'est pas clair. Si je pouvais avoir par exemple ici le nom des auteurs, ce serait pas mal. Bien ça, en fait, ça fait partie de ce que vous avez après en Python. Vous voyez, tout simplement, là, on n'est pas sur du Django, tout ça, c'est juste du Python, c'est juste logique. C'est qu'on veut représenter une instance, d'accord. Ici, en fait, on a un print, tout simplement, d'une instance de la classe Author. Et normalement, si vous vous souvenez de ce que vous avez appris avec Python, si vous essayez d'afficher une instance, ça va vous afficher ce genre d'informations, ou éventuellement d'autres informations, c'est-à-dire le nom de la classe avec des chevrons, etc. Bref, ça va essayer de vous afficher par défaut l'information de l'objet. Pourquoi? Puisqu'il y a par défaut des méthodes spéciales en Python, vous le savez, on en a vu quelques-unes, et notamment la méthode qui permet de représenter sous forme de chaîne de caractères un objet. Cette méthode que nous avions vue dans le cours, c'est la méthode str. Et les méthodes spéciales sont indiquées avec des doubles tirés du bas, donc double underscore avant et après le nom. Et ça, si jamais vous avez encore des difficultés à comprendre ceci, j'ai fait un tuto sur ces méthodes spéciales dans la playlist des tutoriels de Python. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous voulez réviser un petit peu et revoir tout ça avant de poursuivre cette vidéo-là. Nous, on va compléter ici avec cette méthode qu'on va écrire. Donc je vais l'écrire ici, puisqu'elle fait partie de la classe aussi. Et on va la redéfinir, d'accord. On ne veut pas qu'il utilise en fait la méthode par défaut, avec la valeur par défaut. Moi je veux qu'il ait quelque chose de plus explicite. On va rester sur un exemple très simple, parce que vous allez voir qu'après on va pouvoir personnaliser en réalité ce qu'on a dans l'interface d'administration, et on passera plutôt par ça. Mais là c'est au moins pour éviter d'avoir ce nom un peu bizarre, pour dire, en fait, d'afficher autre chose. Donc je rappelle que cette méthode, elle retourne une chaîne de caractères, elle doit suivre un petit peu ces conventions-là. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est de retourner self.name. Ce sera quand même mieux que author object avec un nom bizarre. Pareil ici. Et là, on peut choisir pas mal de choses. Self. Et ça va retourner le nom du livre. Et ce sera très bien. On peut mettre plus d'informations. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Et là, forcément, on va revenir à l'accueil. Ça va changer pas mal de choses. Si je reviens sur la page des auteurs, nous avons enfin les noms des auteurs. Donc ça, c'est quand même plus pratique. Et au niveau des livres, nous avons enfin le nom de chaque manga. Donc c'est quand même plus explicite. Donc là, vous voyez, au niveau de l'interface, ça y est, on a enfin une interface qui est quand même bien affichée correctement, avec des choses qui sont marquées dans la même langue, localisées de la même manière. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, les informations sont beaucoup plus claires, à présent en tout cas. Si je vais un peu plus loin, parce qu'on va voir un petit peu s'il manque d'autres choses, par exemple ici je vais aller faire de la modification, ici, est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres? Moi il y a ça qui me dérange un petit peu. On voit qu'on a des formulaires qui sont générés par Django, et on voit que les noms visiblement ici
sont pas encore gérés correctement. Si je vais par exemple sur ce livre, bon déjà ça c'est bien, voyez on a l'auteur, on n'a plus besoin de savoir quel est l'identifiant en fait pour la clé étrangère correspondante. Vous voyez, il a réussi à retrouver directement à quoi ça faisait référence, à quelle table et quelle valeur en question. Donc il nous permet d'avoir un menu déroulant qui est généré. On choisit, ça va changer automatiquement la clé étrangère dans cet enregistrement. Donc vraiment très pratique. Alors je vais pas le changer, sinon je me souviendrai plus de ce qu'il y avait, parce que je connais pas forcément tous les auteurs en question par cœur pour chaque manga. Et comme ça nous avons les enregistrements. Donc moi ce qui m'embête c'est ça, c'est tous les noms ici qui sont en anglais. Et ça, si vous vous souvenez, ce sont en fait les attributs, d'accord, pour nos modèles. Chaque attribut que nous avons défini dans la classe de modèle. Donc logiquement, vous devriez savoir à peu près où ça pose problème. Parce que le problème en question, c'est ça. Vous voyez que ce sont en fait tous ces noms-là qui sont repris, mais on a mis une lettre capitale au début du mot, donc la première lettre étant majuscule. Et pour ça, on ne l'avait pas vu au départ parce que ça n'avait pas forcément d'intérêt, mais là on va pouvoir compléter. Eh bien vous pouvez aussi, quand vous définissez un champ, retrouver un attribut, donc un argument, pardon, verbals name, ici. Et là, voilà, on va pouvoir mettre un nom différent avec tout ce qu'on veut. Donc je vais le faire pour chacun. Au secours. Mettre ici. Donc c'est pour chacun. Dès que vous avez quelque chose, integer field, foreign key, donc pour pareil un champ, char field, etc., ça fonctionne pour tout. De toute façon, au pire, si vous le mettez à un endroit où il n'est pas disponible, vous le verrez très vite, mais pour tous les types de champs, on l'a. Je vais y arriver. Ok. Et ensuite, ici, je vais le mettre, voilà, fin. Voilà. On actualise. On va avoir des changements à faire par contre au niveau de la migration. Attendez, il m'a viré quoi là? Ok, j'ai fait un changement, mais on va refaire la migration de toute façon pour être tranquille. On va aller ici. Manage, make migrations. Ah, il y a une erreur. De toute façon, en même temps, s'il y avait un message là, c'est qu'il y avait une erreur quelque part. J'ai oublié quelque chose. Ouais, il y a un chou. Alors, je refais les migrations pour être sûr. C'est toujours bien de mettre à jour, d'être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà, je préfère toujours les refaire. Ensuite, migrate. On a des mises à jour qui sont faites. Voilà. Comme ça, on est sûr que c'est bien appliqué partout. Bon, là, il n'y a pas de changement propre à la base de données, d'accord? Je n'ai pas modifié, par exemple, ça ou ça. Donc, les migrations n'étaient pas forcément obligatoires, mais je dis, mais vaut le faire un peu trop que pas assez, et d'avoir des choses un peu bizarres. Donc, on va aller sur Admin, à nouveau, voilà, auteur. Donc, si je vais sur la page d'un auteur, on a enfin le nom français. Ok. Et si je vais au niveau des livres, je sélectionne un seul, et nous avons également toutes les informations qui sont marquées. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez vraiment mettre à jour tout ce que vous voulez. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa d'avoir ce genre d'interface que d'avoir des mots à la fois en anglais, en français, on ne sait pas trop. Tout est un petit peu mélangé. Donc là, on a ce qu'il nous faut au niveau de l'interface et c'est déjà plus lisible. Donc ça, c'est une première chose que nous pouvions faire. On va aller un petit peu plus loin après, tout ce qui est au niveau des selects, donc c'est-à-dire ce qui se fait ici, hein, quand on liste en fait. Ça, c'est comme si on faisait un select pour récupérer l'ensemble des enregistrements. Ce qu'on va voir qu'on va pouvoir un petit peu personnaliser ça, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très basique. Et peut-être que les livres, par exemple, bon, si on pouvait afficher l'auteur avec, vous voyez, ce serait pas trop, ce serait plutôt sympathique d'avoir cette information là aussi. Donc on verra tout ça. Alors je vous passerai le détail sur comment on ajoute depuis cette interface des enregistrements, comment on les supprime. Il y a juste à cliquer sur les boutons et savoir lire. Non, vous n'avez pas besoin d'un tuto pour ça. D'accord, vous allez ici pour ajouter un livre, vous complétez par les infos que vous voulez, vous faites enregistrer. Hein, pas besoin d'un tuto pour ça. Donc bien sûr, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a fait au niveau code, vous pouvez le faire très facilement ici via l'interface graphique, donc il n'y a pas de problème. Nous, on va s'intéresser à la personnalisation un petit peu de tout ça. Avant de passer à la personnalisation directe qu'on va faire ici d'interface, je vais vous montrer la manipulation pour changer, vous voyez, les affichages ici des interfaces. Puisque jusqu'à présent, vous savez qu'avec Django, nous travaillons avec des gabarits, hein, des templates, j'utilise le terme anglais, pour pouvoir bien faire nos interfaces, utiliser du CSS, mettre des images, tout ce que l'on veut ici. Ça, vous voyez, vous n'avez pas choisi les termes, les couleurs, etc., le style, vous avez la mise en page, tout ça a été généré automatiquement par Django. Et bien évidemment, je vous ai expliqué au tout début que c'était entièrement personnalisable. Tout est généralement généré par défaut et ensuite on peut redéfinir, réécrire les choses pour personnaliser à notre manière, pour pas que tous les sites se ressemblent, hein, simplement. Et vous allez pouvoir faire cela également.
Donc le meilleur moyen de modifier tout ça, parce que ce sont des gabarits, tout ce que vous voyez, hein, la page ici d'index, les pages ici quand on liste un modèle, les pages par exemple d'ajout, ainsi de suite, voilà, toutes les pages qu'on retrouve sur le site d'administration, y compris le titre ici, les liens éventuels, etc. Vous allez retrouver dans les gabarits, dans le code source de Django. Alors le code source de Django, normalement vous l'avez sur votre ordinateur, parce que quand vous avez téléchargé Django, il a logiquement pris le code source aussi, mais pour vous éviter de chercher, hein, si vous ne savez pas trop en fonction de votre système, macOS, etc., et que vous mettiez en commentaire, mais où est-ce qu'il est le code source de Django, vous pouvez bien sûr le télécharger depuis GitHub, puisque c'est une application qui est open source. Donc vous allez sur le lien GitHub de Django, hein, vous allez sur github.com, vous tapez Django, vous tomberez dessus de toute façon à coup sûr. Et ensuite, vous pouvez télécharger sous forme d'archive tout le code source si vous voulez, donc en passant par ici, ou alors vous pouvez récupérer les fichiers un par un que vous voulez. Donc là, nous, les fichiers qui nous intéressent, c'est dans Django. Alors bon, je l'ai téléchargé, donc je vais le reprendre directement ici. Je vais rester ici au niveau de la page. Hop, je vais revenir ici. Non, ici. Voilà, donc j'ai téléchargé le code source, tout est là. Donc quand vous êtes dans le code source, c'est Django. Vous avez normalement contrib ici, la partie admin, et vous avez template. Et voilà, toutes les parties sont là, donc il y en a quelques-unes là éventuellement, mais ça ne nous intéresse pas. Mais sachez que vous pouvez tout redéfinir. Vraiment, si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez le faire. Alors comment on va faire ça? Puisque l'interface d'administration, elle est propre à l'ensemble du projet. Vous voyez, c'est pas propre à une application. Là, on a une application Mangalib, mais si plus tard on en fait une autre et une autre et une autre, on pourra tout retrouver sur la même interface. Donc c'est au niveau de notre projet qu'on va pouvoir ajouter les différentes choses que l'on veut. Donc moi, ce que je vais faire, je vais récupérer la page base site, c'est par exemple pour avoir l'entête ici et la page d'index. Voilà, on va récupérer ça, je vais les copier. Je vais retourner sur mon projet. Et ici, nous allons créer un répertoire template à nouveau pour les gabarits propres à l'ensemble du projet de manière générale. Vous voyez, on ne va pas les faire dans une application ici. On va vraiment créer le dossier ici pour avoir tout au niveau de notre projet. Donc je vais créer ça, template. Et ensuite, il faut respecter une certaine hiérarchie, à moins de faire des modifications de chemin, mais on va éviter, par rapport à ce qui est le chemin, en fait, si vous voulez, l'arborescence, l'architecture, enfin la hiérarchie, pardon, qui est normalement gérée par défaut par Django. Donc là, je vais faire un répertoire admin, parce qu'on l'avait trouvé tout à l'heure dans un répertoire admin, et on va placer les différentes choses ici. On va les modifier un petit peu juste après, rapidement, mais vraiment pas grand-chose, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour faire un cours de HTML. Après, ça c'est de la mise en page, même avec CSS, hein, vous faites comme vous voulez, c'est pas le cours ici, et vous avez si besoin des cours HTML et CSS sur la chaîne si vous voulez apprendre à le faire, si jamais vous n'avez pas encore appris. Donc on a ces différentes choses-là, et il va falloir qu'on modifie, enfin en tout cas qu'on voie, parce que modifier, de toute façon il va falloir modifier quand même, je pense, dans la configuration de tout notre projet, dans les templates, donc dans les gabarits. Voilà, on a ici la partie répertoire qui nous intéressait. Et moi, ce que je veux, c'est à partir de la base du projet et le répertoire template. Comme ça, on évite encore une fois de mélanger les gabarits propres à l'ensemble du projet, notamment ici pour le site d'administration, avec ce qui est gabarit propre à une seule application en particulier. Mangalib, elle a ses gabarits, et ici, on a les gabarits de manière globale. Et vous voyez qu'on a fait un sous-dossier admin pour dire ce qui est réservé à l'administration. Donc si vous avez besoin plus tard de faire des gabarits de manière globale, mettez-les, hein, c'est important également dans ce répertoire template, avec la bonne arborescence éventuellement. Voilà, donc normalement ça c'est paramétré. Il faudra relancer bien sûr le serveur, puisque j'ai modifié des fichiers de configuration. Donc pareil, quand on veut être sûr, éviter entre guillemets de perdre du temps avec des erreurs parce que vous avez oublié de relancer. Donc dans le doute, voilà, relancez toujours quand vous faites modification, le serveur, relancez refaites la migration des modèles. Si vous faites des modifications pour être sûr, comme ça au moins vous allez éliminer déjà beaucoup d'erreurs possibles qui peuvent intervenir. Ok, donc ça c'est bon, normalement toute l'information elle est là. Plus besoin d'y retoucher à ce niveau. Je vais aller dans cette partie-là, on va modifier celui-ci. On peut voir, en tout cas rapidement voir un peu ce que c'est. Donc on va retrouver tout ce que vous avez appris en partie. Hein. Voilà, les balises, les filtres, tout ce qu'on a vu pour les gabarits en fait dans des séances précédentes. Même si bon, il y a ici des cas particuliers avec des blocs précis qui sont utilisés par Django, mais on peut retrouver un petit peu tout ça. Donc là par exemple, bon ça vous normalement vous devrez être capable de modifier. Bon ça, dans le doute, on s'imagine que c'est utilisé pour le CSS, hein, pour la mise en page, donc on ne va pas le changer. Ça, on va pas forcément le changer non plus. Par contre, d'avoir ici d'avoir un ensemble pour le générer le nom, vous voyez ça, on peut très bien éventuellement l'enlever et puis mettre par exemple ce qu'on veut. Voilà, pourquoi pas.
j'actualise, et voilà, on a modifié cette partie-là. Donc vous voyez, c'est venu écraser en fait les enregistrements par défaut. Donc Django est parti chercher en priorité s'il y avait quelque chose ici, et il l'a trouvé, donc c'est ça qu'il applique. Sinon, il appliquerait tout simplement les gabarits par défaut pour l'application. Qu'est-ce qu'on a dans Index? On peut modifier quelques petites choses. Bon, on va pas modifier grand-chose. Bon, là, vous avez le CSS en partie pour ça, si vous voulez le modifier, il est accessible. Donc vous voyez d'ailleurs que c'est à chercher dans le code source, donc pareil. Et après, vous pouvez comme ça le modifier. Et pareil, vous mettrez le CSS au niveau du projet global, pas dans l'application, parce que c'est pas propre à une application spécifique. Et après, comme ça, on peut faire tout un tas de modifications. Bon, là, on va rien modifier, parce qu'en plus, il y a plein de choses ici, on va pas s'amuser à tout casser. Mais en tout cas, vous voyez que ça peut gérer pas mal de choses. Ça, on le verra, bon, c'est pour le... On pourra peut-être en parler un petit peu, c'est pour le fait que ce soit internationalisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois l'interface en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Donc ça marche très bien. En tout cas, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc ça, c'est vraiment ceci, ce gabarit, c'est ce qui nous amène à cette page, d'accord? Cette page d'accueil qui est l'index, c'est ce fichier-là. Donc si à tout moment j'ajoute une autre info un peu, je sais pas où, on va mettre ça n'importe où. Normalement, on devrait voir apparaître, sauf si elle se retrouve avec du texte caché ou je sais pas où. Peut-être pas. Bon, après, je suis pas si je suis sur le bon normalement. On le voit pas. Sûrement avec les blocs, il y a des choses qu'il voit pas. Parce que là, on est sur le nom des applications. Voilà, applis, donc ça doit se faire ici. Et après, vous voyez, il fait référence à d'autres. Il inclut, ça on le fait très souvent évidemment pour éviter de répéter les choses. Donc pareil, tout ça disponible depuis le code source de Django. C'est pour ça que le mieux à la rigueur, c'est télécharger l'archive. Vous téléchargez l'archive du code source de Django, et comme ça vous avez tous les gabarits à disposition pour ceux que vous voulez éventuellement modifier. Donc ça peut être bien pratique. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer la manipulation pour le faire, mais on va pas le faire parce que j'ai pas envie de modifier mon interface d'administration pour le cours Django. Mais vous, si après vous voulez modifier tout ça, vous pouvez le faire et vous savez en tout cas comment le faire. Donc ça c'est plutôt pratique. Là où ça va être plus intéressant pour finir avec cette séance, c'est au niveau de la personnalisation, comme je vous disais, à ce niveau-là. Par exemple, j'ai mes livres ici. Voilà, ça j'en veux pas par contre. J'aimerais pouvoir modifier, en tout cas personnaliser un petit peu ce qu'on a ici, parce que c'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations, et ce serait bien en tout cas d'avoir un peu plus de choses affichées pour tout ce qui est disponible ici. Alors, premièrement, puisque c'est la page de global un petit peu, après on viendra éventuellement si on peut faire des changements sur les pages de modification, etc. Notamment, vous voyez quand on clique ici qu'on a un petit formulaire, voir si on peut faire quelques petites modifs, même si on n'a pas encore traité le cas des formulaires dans le cours, mais il y a peut-être quelques petites choses qu'on peut voir au niveau de l'administration. Mais déjà pour cette page ici, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les données qu'on affiche, pourquoi pas. Vous voyez que par défaut, ça affiche l'objet tel quel, et sa représentation sous forme de chaîne de caractères, c'est-à-dire que ça fait appel à ce que vous avez dans votre méthode ici str qui est définie. Sinon, la valeur par défaut. Nous, on va faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'informations, en tout cas, indiquées ici. Donc pour ça, nous allons écrire d'autres classes, d'accord, qui vont permettre en fait de gérer l'administration de ces mêmes classes. On va pouvoir en fait travailler avec toutes les infos que nous avons. Donc moi ici, je vais faire une première classe bookAdmin, d'accord, parce que c'est l'objet book, donc c'est le nom du modèle suivi de admin avec une majuscule au début du nom admin, bien sûr. Et ici, ça fait référence à admin, model admin. Attention, même si on voit que c'est marqué model, ça se met bien dans le fichier d'administration, pas dans le fichier des modèles, vous ne vous trompez pas, sinon vous aurez des erreurs à ce niveau-là. Voilà ce qu'on a. Et là, on va pouvoir afficher pas mal d'informations, notamment utiliser l'attribut listDisplay, et vous allez pouvoir indiquer dans quel ordre vous affichez les choses. Donc c'est un tuple, d'accord, qu'on passe ici. Et là, vous affichez ce que vous voulez. Donc pour livre, moi je vais afficher le titre. Et on disait tout à l'heure, on va afficher également l'auteur. Évidemment, vous allez voir que comme Django fait toutes les liaisons au niveau des tables, il ne va pas nous afficher l'identifiant, donc qui est la clé étrangère qui fait référence à un auteur de la table des auteurs. Il va être capable de récupérer le nom de l'auteur et on aura donc l'information que l'on veut. Ça, c'est vraiment le côté bien pratique. On actualise, mais j'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, il faut passer bien sûr ça à l'enregistrement pour le livre. bookAdmin, c'est important pour avoir l'info. Et voilà. Et là, on retrouve bien le titre, l'auteur, tout est en français évidemment, et on a toutes les informations beaucoup plus pratiques. Donc c'est à partir de ces liens-là, bien sûr, qu'on fait la modification des éléments, d'accord. Voilà, on peut faire ça, passer par les options ici quand on en a disponible, mais c'est pas forcément le plus pratique. Donc on peut cliquer directement pour modifier l'élément, et on a d'autres informations. Bon, si on veut afficher la quantité, pourquoi pas. Pas comme si on avait beaucoup de colonnes dans cette table. J'actualise, et nous avons également la quantité qui s'affiche. Donc ça, c'est
bien pratique quand même, et vous voyez qu'au moins on a quelque chose d'un peu plus complet que ce qu'on avait précédemment. Donc vous allez pouvoir faire ça pour l'ensemble des éléments qu'on a. Donc si je le fais moi pour l'auteur, voilà. Bon, là en soi on n'a pas grand chose à afficher, on n'a que le nom, mais si on avait plus tard d'autres informations, on pourrait bien sûr modifier tout ça ici, donc c'est quand même pratique. Hop, alors quand il veut, un petit peu long là, par contre, ça va aller. Aurais-je fait une erreur? Sûrement, j'ai tapé un peu vite. Voilà, parce que comme c'est un tuple, évidemment, si on n'a qu'une seule information, il ne faut pas oublier la virgule. Donc vous voyez, un du Python, hein, c'est important. Auteur, voilà, c'est ça que je voulais voir. Voilà. On retrouve le nom, bon, on n'en avait que ça, mais si plus tard on veut compléter, en tout cas on pourra le faire. Donc si on avait d'autres informations pour les auteurs, date de naissance, ou je ne sais quoi, ou la nationalité, ou que sais-je, on pourra avoir plein d'autres informations, en tout cas, qui seraient disponibles ici. Donc vraiment pratique, comme ça vous pouvez compléter un petit peu. Alors là, plutôt que d'avoir cette syntaxe un peu bizarre, on va utiliser les décorateurs, puisqu'on a des classes, donc on va pouvoir utiliser des décorateurs. Si vous ne savez pas ce qu'est un décorateur, dans la playlist des tutoriels de Python, j'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez un petit peu voir ça en détail. Donc ça revient simplement, plutôt que d'avoir cette syntaxe un peu embêtante, enfin en tout cas qui rallonge les choses, de décorer ici la classe pour utiliser le décorateur que l'on veut. Donc moi je vais faire ça sur admin, register, et je vais décorer donc author admin, faisant référence au modèle. Donc ça je peux l'enlever. Et ça aussi de toute façon. Donc, tout à l'heure on n'avait pas de classe, donc je l'avais écrit tel quel, vous voyez la syntaxe de base. Et là voilà, on a décoré comme ça les deux classes, et ça fait référence exactement à ce qu'on a. Donc ça enregistre bien les choses, en prenant bien en compte ces deux classes qu'on a définies, qui vont nous servir ici à personnaliser un petit peu ce qu'on a, en tout cas ce qu'on avait marqué par la suite. Donc là, vraiment bien pratique. Alors pareil, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'ici, on va aller voir sur les livres, tant qu'on est sur l'interface. J'ai encore fait une bêtise. Je me suis pas gouré dans l'autre, hein, non, c'est le bon. Pourquoi il me le garde pas? Je vais relancer. Et des fois, quand on a des soucis, on relance. Une erreur, ce qui m'a dit, mais le modèle est déjà enregistré. Voilà, donc on relance pour éviter les problèmes. Ok, parce que là, normalement, c'est pas normal que ça plante, c'est parce que oui, il avait vu que le modèle était déjà enregistré dans la liste, donc on a redémarré le serveur pour que ça restaure tout. Et on est bon. Donc nous avons ces infos. Alors oui, ce que je voulais vous dire, voilà, qui était important aussi, pratique, vous voyez là les noms de colonnes sont des éléments cliquables, vous pouvez bien sûr effectuer un tri. Donc ça c'est assez classique, mais de rien, c'est quand même bien pratique. Voilà, si on veut trier tous les noms, on peut trouver quelques informations. Là il m'a fait un tri un peu bizarre, mais est-ce qu'on peut trier après selon plusieurs? On peut enlever juste qu'il me fasse genre un tri par les auteurs. Ok. Des fois il me fait des tris bizarres parce qu'il doit, je pense, enregistrer d'autres tris. Donc à voir un petit peu si c'est bon. Ok. Donc là vous pouvez comme ça trier différentes valeurs que vous avez pour ces éléments. Mais on peut aussi passer, encore une fois, on peut personnaliser un petit peu plus tout ce qu'on a ici, hein, davantage par rapport à ce qu'on notait là. Alors, je vais enlever le tri, vous voyez qu'un petit paramètre s'était mis dans l'URL. Voilà, comme ça j'enlève tous les tris qu'on a. Et on peut le changer directement au niveau de l'interface. Donc là, par exemple, de dire sur quoi on peut effectuer un tri. Et pour ça, toujours pareil, grâce à ces deux classes que nous avons écrites là, on va pouvoir modifier d'autres choses. Donc par exemple, bookadmin, je peux très bien dire, je veux pouvoir filtrer selon un certain nombre d'enregistrements.
Donc par exemple, dire bah, filtrer par auteur. Je vais juste mettre celui-ci pour le moment. Donc là, c'est une liste, hein, ce n'est plus un tuple pour celui-ci. On va actualiser et voilà ce qui vient s'ajouter. Donc on peut comme ça retrouver des informations différentes. Et si vous voulez par exemple bah, trier, récupérer que les ouvrages d'une seule personne, bah, vous pouvez noter aussi. Donc je crois qu'on avait plusieurs d'Akira, à moins que ce soit... Non, c'est Ken Kamatsu qu'on avait. Voilà, et qu'en cliquant là, comme ça sélectionne, ça fait un select, mais cette fois-ci avec une clause where, hein, si on veut parler un peu de SQL. Comme ça, on peut trier différentes choses, effacer les filtres, donc c'est vraiment bien pratique. On va en ajouter un autre quand même que vous voyez que ça marche aussi à plusieurs, que surtout vous voyez au niveau de l'interface que ça fait hein, d'en avoir d'autres. Je mets les titres, et voilà. Ça, vous voyez, ça complète par rapport à ça. Donc on peut retrouver d'autres choses si on veut faire un tri en particulier. Bon là, le titre en question n'est pas intéressant, parce que forcément, voilà, on va n'avoir qu'un seul sélectionné, donc c'est pour ça que j'ai dit faire du tri ici, faire une sélection plutôt, parce que c'est plus un filtre. Hein. C'est pas un tri, c'est plus un filtre, pardon. Pas utiliser le bon terme. Bon, là, filtrer par rapport au nom du titre, à moins d'avoir des titres éventuellement similaires, genre identiques, genre deux noms de manga mais faits d'auteurs différents. Peut-être, ça existe peut-être, je sais pas. Voilà. Mais sinon, là, c'est plus intéressant, on va dire, de filtrer par auteur, parce qu'un auteur peut avoir fait éventuellement plusieurs mangas. Donc ça semble plus logique. Donc je vais enlever titre, hein, qui serait moins logique ici pour filtrer. C'est mieux d'avoir ça. Comme ça, on peut tout compléter. Et vous retrouvez une interface un peu plus, déjà, vous voyez, un peu plus complète que ce qu'on avait au début. Hein. Au début, on n'avait vraiment pas grand-chose. Là, on complète quand même un petit peu avec d'autres choses. On peut bien sûr compléter avec de la recherche, parce que souvent, bah, là, on n'a pas beaucoup d'enregistrements, mais dans un cas réel, on en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, on a souvent besoin de faire de la recherche aussi. Donc, vous pouvez également vous dire bah, sur quels critères, sur quel champ, en fait, vous pouvez faire de la recherche. Et pour ça, vous avez Search Fields. Et pareil, ici, on a une liste, et on peut choisir les champs sur lesquels on fait de la recherche. Donc là, autant, bon, c'était pas intéressant les titres pour le filtrer, autant là pour de la recherche, ça l'est. Par contre, faire rechercher par rapport à la quantité, pas sûr que ce soit utile. Donc je mets ces deux-là, voilà, je peux en mettre autant que je veux, hein, un seul ou deux ou trois, et on peut compléter, comme ça on pourra faire de la recherche ici. Voilà. Donc là, en utilisant ici ce champ-là, il va chercher à la fois dans les titres que dans les noms d'auteurs. Donc logiquement, si je tape Ken, il est capable, sauf s'il m'a mis quelque chose de bizarre, il m'a fait un nom... Ah. Tiens, pourquoi on a ça? Oui, ça c'est des erreurs des fois qui arrivent. D'autres chances qu'il y aura d'autres choses qui sont pas configurées, c'est bizarre, je le trouve pas. Je relancerai, c'est pas grave s'il faut. Mais je trouve ça bizarre là qu'il y ait des... Parce que là c'est pas au niveau du serveur, là il n'y a pas de problème visiblement. Petit CTRL F5 pour être sûr. Ouais, alors ça par contre c'est pas normal du tout, je vous le dis. C'est même pas sûr que vous ayez ce problème là. Je dois avoir un souci quelque part où j'ai dans la configuration, parce que c'est pas normal qu'il y ait ce genre de problème là. Ouais, ça je regarderai parce que c'est pas normal. Alors quand j'ai fait des modifications dans le modèle, il y a des choses qui sont pas repassées. J'avais refait la migration, ou le fait d'avoir refait la migration, il y a peut-être des choses qui sont pas appliquées, je sais pas. Mais ouais. Ah si, il me le met quand même là, qu'il y a quand même l'erreur. Oui, c'est oui, normal ça, parce que ça met là la page d'erreur logique. Je me le trouve pas. On verra. Vous me direz si vous l'avez, si vous avez cette erreur aussi, mais normalement non, je pense pas que vous l'aurez, c'est moi de mon côté. Je regarderai pourquoi par contre entre temps, parce que pas que ça reste là. Je vais pas regarder ça maintenant parce que c'est pas la vidéo, mais normalement vous devez avoir en tout cas la recherche qui marche. Donc ça va faire comme pour le filtre, hein, simplement, je vais pas vous montrer ce que j'ai une erreur, je sais pas pourquoi. Vous mettez les termes de recherche et ça va comme ça vous afficher les résultats en fonction de votre recherche. Et selon les champs de recherche que vous avez mis, vous pouvez tester sur davantage de choses. Si j'en mets qu'un seul, ça lui pose... ça va mieux ou pas? Ah, c'est les deux qu'il a pas aimé. Ah bon? Ah ouais. Il accepte pas les deux.
C'est bizarre. Pourtant c'était bien le bon nom. Alors il aime pas parce que c'est une clé étrangère, donc peut-être que ça lui plaît pas. Possible. Possible, même si normalement il devrait être capable de retrouver, donc je trouve ça étrange. Bon bref, on verra, je regarderai entre temps, mais normalement ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc vous avez, voilà, pour résumer ce qu'on a vu, on a vu pour changer l'affichage ici, on a vu qu'on pouvait trier directement au niveau du tableau, on a vu pour filtrer, effectuer un filtre, et on a vu également pour de la recherche. Voilà. Vous en avez d'autres, il y a possibilité éventuellement d'avoir d'autres choses, même si moi je m'arrêterai un petit peu avec ça en tout cas pour cette partie-là, je pense que ça suffira largement. Mais on peut trouver bien sûr davantage de personnalisation. Si à la rigueur, ce qui peut être utile, c'est pour la pagination, même si là on n'a pas beaucoup d'enregistrements. Mais si plus tard vous en avez beaucoup, vous n'aurez peut-être pas envie d'avoir tous les enregistrements sur une seule page. Donc on peut lister. Par exemple, là si je veux avoir que 5 livres par page, parce que j'en ai pas beaucoup, donc on va lister quand même avec ce qu'on a, eh bien on peut le faire. Voilà. List per page. Et vous mettez la valeur que vous voulez. Je fais ça, j'actualise, et vous voyez que c'est géré automatiquement. Petite pagination qui se met en place. Voilà. On peut comme ça afficher là, on peut tout afficher d'un coup si on préfère, si on n'a pas beaucoup. Donc vous avez plusieurs possibilités pour gérer un peu tout ça. Donc là au moins on a complété, on a bien complété par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. C'est quand même plus pratique. Pour finir, parce que ça fait bien long, ça fait des vidéos bien longues Django, il y a toujours plein de choses à dire à chaque fois. Mais là on arrive sur la fin. Au niveau des formulaires, si on veut changer quelques petites choses, on ne pourra pas, encore une fois, on n'a pas encore abordé les formulaires, mais au moins au niveau de la présentation, vous voyez que pareil, c'est généré par défaut. Il retrouve le modèle en question. Là, bon, on les a définis dans le modèle dans cet ordre, donc il les affiche dans cet ordre. Mais peut-être que pour des raisons de présentation, de mise en page, vous voudriez un ordre différent, et bien vous allez pouvoir changer ça aussi. Donc pour le faire, très simplement, ici par exemple, si je veux mettre la quantité à la fin, pour book admin notamment, oui, celui-ci, eh bien je vais pouvoir changer l'ordre aussi. Donc là, c'est un attribut fields, et vous écrivez sous forme de liste, attention, les éléments dans l'ordre que vous voulez. Donc moi je veux le titre, l'auteur, et la quantité tout à la fin. Sachant que si vous regardez par défaut, c'est le titre, la quantité et l'auteur. Moi je veux juste que les deux là soient inversés. Donc on actualise, et voilà, on inverse les deux. Donc simplement, petite personnalisation de la présentation des formulaires que vous avez dans l'interface d'administration. Comme ça, vous pouvez un petit peu changer un petit peu l'apparence comme vous voulez ici. Sachant qu'encore une fois, rappelez-vous, vous pouvez réécrire les gabarits si vous voulez vraiment tout personnaliser, faire un autre style graphique. Vous pouvez changer le design, tout ce que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, si on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire rajouter par exemple, vous savez, des catégories dans le formulaire, des sections plutôt de formulaire, on peut le faire aussi. Par contre, attention, c'est quand même assez vite source d'erreur parce qu'il y a des listes de tuples, voilà, et ça mélange un peu tout. Et dans le tuple, on peut retrouver de la liste et du dictionnaire. Donc si vous vous trompez dans l'écriture du code, vous aurez des erreurs. Ça va peut-être m'arriver puisque je m'enregistre et que ça peut aller très très vite, mais je vais vous l'écrire quand même. Donc ici, par exemple, alors je vais le séparer ici. Donc non pas field au pluriel, mais field sets. On a une liste. Voilà, on va commencer étape par étape parce que j'en oublie pas la moitié. Et ensuite, dans cette liste, nous allons avoir des tuples. Les tuples seront pour les sections de notre formulaire. Alors, je vais mettre une section, là, parce que j'ai pas de nom. Section A, section d'assaut, ce que vous voulez. Hop. Parce que j'ai pas de nom très spécifique, c'est pour vous montrer en tout cas par l'exemple ce que ça donne. Et ensuite, vous voyez, je fais les deux en même temps que ça, je ne ferai pas de bêtises. C'est un dictionnaire avec les différents champs qu'on veut. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le fameux champ field de tout à l'heure. Sauf qu'il est sous format dictionnaire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se tromper. Voilà. Et après, on a une liste. Donc, attention, c'est pour ça que je vous avais dit, voilà, il ne faut pas faire de bêtises. Bon, là, je vais le copier-coller parce que ça va bien 5 minutes. Et ensuite, dans la liste, on met les champs qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Donc, moi, je vais avoir title ici, auteur, et par exemple, si on va mettre la quantité à part, par exemple, là, j'aurai information du manga, information magasin, mettons. Voilà, ça sera un peu plus explicite. On a ça. Bon, normalement, j'ai pas fait d'erreur. De toute façon, on va vite le savoir. On actualise et ça va, ça marche, c'est magnifique. J'ai pas oublié une virgule ou un crochet fermant quelque part. Donc voilà, les legends, les fameuses balises legend en HTML, tout dans un field set. Comme ça, vous pouvez ranger par catégorie si vous voulez le faire. Voilà. C'est vraiment si vous avez besoin d'organiser un peu mieux vos formulaires. Vous avez possibilité de faire ça directement
au niveau de Django dans l'écriture ici de ces classes. Donc on peut vraiment modifier pas mal de choses à ce niveau-là. Donc c'est quand même super pratique. Donc vous voyez, en 2 fichiers, finalement, si on fait un peu le tour, au niveau des modèles, bon, on peut compléter un peu au niveau des noms. On peut ajouter d'autres informations aussi, pour que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite au niveau de l'interface. Et après, ici, au niveau de l'administration, vous écrivez vos classes. Vous n'oubliez pas de décorer ces dernières pour bien intégrer le modèle en question. Et après, vous personnalisez à votre sauce avec les informations que vous voulez, les paramètres que vous voulez. Ça, bien sûr, c'est selon vos préférences et ce que vous voulez au niveau de votre interface d'administration. Et nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'on aura fait largement le tour avec tout ce que je voulais aborder avec vous. Et on aura comme ça différents éléments, en tout cas, qu'on voulait aborder ensemble. Dans d'autres vidéos, pour la suite un petit peu de ce cours, on va bien sûr parler des utilisateurs, on parlera des permissions des groupes, voir comment cela est géré au niveau de Django. C'est évidemment déjà tout intégré comme vous avez pu l'apercevoir en partie. On verra également pour les tests, par exemple comment vérifier certaines choses. On parlera un petit peu aussi de la possibilité d'avoir des modules. Vous voyez par exemple le module Mangalib que j'ai créé, cette application. C'est pas mal aussi de rendre ça réutilisable ailleurs. C'est-à-dire d'en faire un modèle qui soit complètement indépendant. Enfin pas un modèle mais un module indépendant. Et après on peut le réutiliser dans une autre application ou un autre projet plutôt. Et on peut comme ça l'intégrer dans d'autres. Si vous voulez par exemple un jour faire une application, je sais pas, ou un forum, faire une messagerie, et vous voulez écrire un autre projet, vous n'allez pas forcément tout réécrire à chaque fois. Donc ça peut être pas mal d'avoir un module qu'on peut, donc une application qu'on peut réutiliser dans plein de projets différents parce qu'on en a fait quelque chose d'autonome, d'indépendant qui peut être réintégré comme ça par la suite. Donc on a pas mal de concepts encore, de notions comme ça à voir au niveau de Django, en tout cas pour la partie principale. On aura besoin de parler des formulaires aussi, tout ce qui est validation de formulaires également, de voir comment on peut générer ça, parce que vous verrez qu'au niveau des gabarits, Django fournit plein d'outils pour ne pas avoir à taper forcément du HTML à la main tout le temps. Donc on va pouvoir quand même gagner du temps parce que c'est un quadriciel, donc c'est fait pour gagner du temps à ce niveau-là. Et je pense qu'on aura fait déjà une bonne partie. Vous aurez vraiment toutes les bases qu'il faut savoir, je pense, à mon avis, sur Django. On verra après si on aborde un dernier chapitre sur des choses peut-être un peu plus avancées. Et si je décide d'arrêter le cours après ces différentes choses-là, c'est des notions qu'on verra de toute façon en annexe dans la playlist des tutoriels de Django. Donc ça complétera parfaitement le cours, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisqu'on a vu beaucoup de choses. Là, normalement, vous avez vraiment de quoi faire. On n'est pas loin. Je vous dis, à part la partie formulaire qui peut manquer encore à ce stade. Mais là, vraiment, si vous voulez commencer à écrire des projets avec Django pour vous exercer, je parle même de projets concrets, vous avez déjà de quoi faire, mine de rien, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. En tout cas, au moins, à minima, de quoi vous exercer pour vous entraîner un petit peu pour la suite. Nous, on verra dans d'autres séances un petit peu tout ce que je vous ai dit. On a encore quelques vidéos ensemble, en tout cas au niveau du cours. Je vous dis à bientôt pour la suite, et n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions dans les commentaires. À bientôt.